un code fiscal commun, une politique d'immigration commune, une armée commune de l'UE. En d'autres termes, des États-Unis d'Europe? Est-ce l'avenir vers lequel se dirige l'Union européenne? Pour répondre à cette question, examinons d'abord les États-Unis. Aux USA, le gouvernement fonctionne à deux niveaux, le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Fait intéressant, ces deux niveaux ont leur propre structure, avec chacun une constitution, un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Par exemple, au niveau fédéral, il y a le président, le Congrès et la Cour suprême. Au niveau des États, on trouve des gouverneurs, des législatures d'État et des tribunaux d'État. Le gouvernement fédéral, basé à Washington DC, gère les affaires nationales telles que la défense, la politique étrangère, la régulation de la monnaie et le commerce inter-États pour l'ensemble des États-Unis. Les gouvernements des États, comme la Californie ou le Texas, s'occupent des affaires de l'État telles que l'éducation, la sécurité publique, la santé et les infrastructures à l'intérieur de leurs frontières. Imaginez ça, des sujets controversés comme la peine de mort, le droit à l'avortement, voire les règles pour élire le président des États-Unis peuvent varier dans les 50 États. Par exemple, 27 États maintiennent officiellement la peine de mort, mais dans 8 de ces États, les exécutions sont actuellement suspendues. Et les 23 autres États ont entièrement aboli la peine de mort. Les gouvernements des États ne sont pas soumis à une supervision fédérale directe lorsqu'ils exercent leur pouvoir. Leur autorité est plutôt garantie constitutionnellement par le 10e amendement de la Constitution des États-Unis. Voyons maintenant un pays européen comme la France, notre belle patrie. Contrairement aux États-Unis, la France fonctionne selon un système unitaire plutôt qu'un système fédéral. Dans le modèle unitaire, la Constitution ainsi que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont concentrés au niveau central ou national à Paris. Tout le pouvoir majeur est centralisé au sommet où l'on trouve le président, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. C'est à ce niveau que sont prises les décisions sur les questions nationales telles que la défense, la politique étrangère, l'éducation, la santé, les infrastructures et presque tout le reste. Bien que la France soit divisée en régions et départements, ceux-ci disposent d'une autonomie limitée. Les régions, comme la Normandie ou la Provence, gèrent les affaires locales telles que les transports et le tourisme, tandis que les départements sont responsables des services sociaux et l'entretien des écoles. Cependant, ces autorités agissent principalement en tant que bras administratifs de l'État, l'autorité finale restant à Paris. Le système unitaire français est très centralisé, car le gouvernement national peut accorder ou retirer des pouvoirs aux régions et départements, leur autorité n'étant pas garantie par la Constitution. Si nous prenons le modèle unitaire français et le modèle fédéral des États-Unis, et que nous les plaçons dans un spectre allant des systèmes gouvernementaux centralisés au système décentralisé, le système unitaire de la France serait à l'extrême gauche, tandis que le système fédéral des États-Unis serait à l'extrême droite. Un point clé à retenir est que le fédéralisme ne signifie pas la centralisation. C'est plutôt un système où le pouvoir est partagé entre différents niveaux de gouvernement et non concentré au sommet. Dans le monde, il existe environ 27 États fédéraux et 166 États unitaires, ce qui rend le modèle unitaire beaucoup plus répandu. On observe aussi que les pays avec les populations les plus larges tendent à adopter des systèmes fédéraux, sauf la Chine, qui constitue une exception unique en maintenant une structure unitaire malgré sa taille immense. Alors, qu'en est-il de l'UE? Où se situe-t-elle sur ce spectre? Eh bien, c'est extrêmement complexe. En réalité, on ne peut pas placer l'UE clairement sur l'un ou l'autre côté du spectre centralisé-décentralisé. L'UE est loin du modèle fédéral et encore plus éloignée du modèle unitaire. En fait, l'UE fonctionne comme ce qu'on appelle une organisation supranationale, partageant les pouvoirs entre ses institutions et les 27 États membres. Dans certains domaines, comme l'union douanière, les règles de concurrence et la politique monétaire pour les pays de la zone euro, l'UE détient une autorité exclusive. Cependant, dans des domaines de compétences partagées, comme le marché intérieur, l'environnement, la protection des consommateurs et les transports, l'UE et les gouvernements nationaux peuvent légiférer conjointement. Des secteurs comme l'éducation, la santé, l'industrie et la défense restent largement au niveau national.
les États membres conservant également un droit de veto dans des domaines clés tels que la politique étrangère, la fiscalité, l'enlargissement et les affaires d'intérieur. Ainsi, si nous revenons à notre échelle, l'UE se situe à droite du fédéralisme, plus proche de ce qu'on appelle un modèle confédéral, où le pouvoir réside principalement entre les États membres et où l'autorité centrale n'agit que si tous les gouvernements infranationaux sont unanimement d'accord. Actuellement, il n'existe pas de véritable confédération dans le monde. Un exemple historique est l'entité politique formée par les 13 colonies après la guerre d'indépendance américaine, qui a existé de 1781 à 1789. Sous les articles de la Confédération, le gouvernement central disposait de pouvoirs très limités. Chaque État conservait sa souveraineté et son indépendance. Le gouvernement central ne s'occupant que des questions comme la politique étrangère, la guerre et la résolution des conflits entre les États. D'une certaine manière, l'UE reflète de près ce modèle, avec des États membres qui conservent une autonomie importante tout en travaillant ensemble sur des objectifs communs. Cela nous amène à la prochaine question. Quel est l'avenir de l'UE ? Nous avons essentiellement 3 options. Rester là où nous sommes, aller vers la droite et rendre plus de pouvoir aux États membres, ou aller vers la gauche en évoluant vers une fédération. Théoriquement, il y a une 4e option. L'UE pourrait devenir un État centralisé unitaire, comme la France. Mais soyons honnêtes, personne ne veut cela. Donc nous n'allons même pas envisager cette possibilité. La solution la plus simple serait de rester là où nous sommes, mais cela entraîne toutes sortes de problèmes. L'UE est souvent perçue comme trop complexe, trop lente et excessivement bureaucratique. Elle souffre également de déficits démocratiques et d'un manque de transparence. L'UE, dans sa forme actuelle, n'est pas très efficace pour gérer des enjeux majeurs comme la défense, le changement climatique ou la migration. Une autre option consiste à rendre plus de pouvoir aux États membres, ce qui présente certains avantages, comme un contrôle plus direct sur les politiques nationales et moins d'interférences de Bruxelles. Mais sur quoi l'UE a-t-elle actuellement du pouvoir qui pourrait être restitué aux États membres ? Comme nous l'avons mentionné auparavant, ce graphique illustre comment le pouvoir est réparti entre l'UE et les États membres. La première colonne énumère les compétences exclusives de l'UE, où seule l'UE peut légiférer. La deuxième couvre les compétences partagées, où l'UE et les États membres peuvent légiférer conjointement. La troisième montre les domaines gérés uniquement par les États membres. La quatrième liste les domaines où les États membres détiennent un droit de veto. Certains plaident pour un retour à une simple union économique. Cela signifierait que la grande majorité des compétences seraient transférées de l'UE aux États membres. En d'autres termes, l'influence de l'UE serait limitée à quelques domaines, tels que le marché intérieur, l'union douanière et les règles de concurrence. Il y a des avantages à cela, comme une plus grande souveraineté nationale et la capacité pour les pays de modeler directement leur politique en fonction de leurs propres besoins. Par exemple, les pays ne seraient plus tenus à respecter des régulations strictes en matière d'environnement ou les lois de protection des consommateurs qui pourraient interférer avec les affaires. Cependant, il y a aussi des inconvénients, car cette approche pourrait isoler chaque pays sur la scène internationale. Par exemple, la Suède peut-elle lutter seule contre le changement climatique ? La Lettonie peut-elle se défendre sans soutien ? L'Italie peut-elle gérer la migration entièrement par elle-même ? Et tout ça nous ramène à la troisième option. Évoluer vers une fédération. Dans une fédération, il y a une définition claire des domaines politiques gérés par l'UE et celles laissées aux États membres. Revisitons les compétences de l'UE. Dans un modèle fédéral, on s'attendrait à ce que davantage de domaines politiques clés soient transférés aux compétences exclusives de l'UE. Par exemple, la justice et les affaires d'intérieur, comme l'équivalent de la FBI au sein de l'UE, la politique étrangère, une armée commune pour la défense et l'enlargissement de l'UE seraient gérés au niveau fédéral. La politique fiscale, en revanche, pourrait tenir une compétence partagée, ce qui signifie que l'UE et les États membres auraient l'autorité de lever plus d'impôts et de gérer des budgets ensemble. Pendant ce temps, d'autres domaines politiques que l'UE qui s'appliquent actuellement, tels que la politique sociale ou l'environnement, pourraient être restitués aux États membres. Bien sûr, il y a un argument à avancer en faveur de la gestion des problèmes, comme le changement climatique, au niveau fédéral,
Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Évoluer vers un modèle fédéral signifierait également la fin du droit de veto pour les États membres individuels. Si une politique relève de l'autorité de l'UE, cette dernière aurait le pouvoir de légiférer sans qu'aucun pays ne puisse s'y opposer. Dans une véritable fédération, l'UE aurait également besoin d'une circonscription pan-européenne. Dans la plupart des fédérations, les citoyens votent à la fois au niveau local et national. Actuellement, les citoyens de l'UE votent pour leurs partis nationaux, ce qui forme ensuite des alliances au sein du Parlement européen. Avec une circonscription pan-européenne, les citoyens voteraient également pour des partis à l'échelle de l'UE, permettant aux candidats de représenter l'ensemble de l'Union et pas seulement leur propre pays. Cela favoriserait un sentiment d'identité européenne plus fort et rendrait l'UE plus démocratique. Si vous êtes intéressé par le fédéralisme, n'oubliez pas de consulter le sponsor d'aujourd'hui, l'Union des fédéralistes européens, qui a contribué à la partie fédéralisme de cette vidéo. Fondée en 1946, l'Union des fédéralistes européens est un ardent défenseur de la vision d'une fédération européenne. L'UEF est un collectif politique non gouvernemental, transnational, composé d'individus dévoués travaillant pour une Union européenne plus intégrée. Nous vous encourageons à explorer leur travail et leurs perspectives sur l'avenir de l'UE. Vous pouvez trouver leurs coordonnées dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, l'UE est plus proche d'une confédération qu'une fédération. Mais l'histoire a montré qu'une confédération mène souvent à l'établissement d'une fédération. Prenons l'exemple de la Suisse et des États-Unis. Tous deux ont commencé comme une confédération mais ont fini par devenir des unions fédérales. Le modèle suisse est très intéressant, car il dispose de 7 chefs d'État, d'une démocratie directe où le peuple suisse a le droit de voter directement sur les lois, et les États subnationaux, appelés cantons, détiennent beaucoup de pouvoir. Cela pourrait être le meilleur modèle fédéral que l'UE pourrait adopter, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Alors, que pensez-vous que l'UE devrait faire? Rester dans sa position actuelle? Rendre le pouvoir aux États membres? Ou évoluer vers une fédération? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un like et de vous abonner. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.